Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. De retour à cette sordide affaire de la petite Lola et sans grande surprise, les choses prennent une tournure qui ne m'étonne pas une seule seconde. Alors j'aimerais dans cette vidéo revenir sur l'hommage lui ayant été fait il y a quelques jours lors d'une marche dans le 19e arrondissement de Paris et à cette occasion, une abonnée m'a partagé le compte rendu de ce rassemblement. J'ai visionné la vidéo de ce rassemblement et là mes amis, plusieurs choses assez troublantes m'ont sauté aux yeux. Des choses qui, vous allez le voir, relancent encore une fois les thèses les plus folles concernant le meurtre de cette petite fille. Dans ce rassemblement étaient présents les parents qui ont pris la parole sur le parvis de la mairie du 19e pour revenir sur ce drame et parler de leur fille. Je vous laisse écouter et on en parle juste après. Lola, c'est aussi la sœur, la fille, la petite fille de toutes les Françaises et de tous les Français. Chacun d'entre nous s'est senti personnellement atteint, blessé par le meurtre d'une enfant qui fait de Lola un symbole de l'inacceptable dans notre République. Devant tant de barbarie, chacun peut être tenté par de la colère, par de la violence à l'égard de la meurtrière, et c'est légitime. Mais si nous voulons savoir et comprendre, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Il faut faire confiance au temps long de la justice pour apporter tous les éléments de compréhension qui, lors du procès, même s'il sera douloureux, doit être exemplaire afin qu'il aboutisse à un verdict à la hauteur de la violence subie par Lola. Dans ce temps de reconstruction et pour que le meurtre de Lola ne soit pas d'une douleur mais aussi un espoir, je prévois, avec l'aide de mon mari, de m'impliquer dans la création d'une fondation ou d'une association pour venir en aide, en soutien aux enfants victimes de toute forme de violence. Nous remercions l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui s'est engagé pour soutenir financièrement notre famille. La somme promise sera affectée à cette fondation. Ok, alors mes amis, au-delà de l'émotion que peut susciter un tel passage, j'aimerais quand même demander si vous avez remarqué comme moi que ce discours était de manière plutôt étrange, tiré à 4 épingles et saupoudré de politiquement correct. Et ici, les éléments de langage ne trompent pas, il suffit de refaire une écoute pour capter assez rapidement que ce discours a été écrit par une tierce personne dans le but de canaliser les parents. Et ce qui m'a poussé à y croire dur comme fer, c'est les remerciements adressés à Macron et Darmanin. Ce qui est juste lunaire quand d'une part on sait que les parents sont clairement encartés RN et d'autre part, et tenant compte de la politique d'immigration menée par les deux compères, Dixit, l'Ocean Viking encore tout frais, sont par déduction simple et logique les premiers responsables de ce drame si on suppose que c'est cette même politique immigratoire catastrophique qui aura permis d'engager une candidate telle que Dabiabé à commettre le pire. Vous me direz que les candidats ne manquent pas, ce qui est vrai, mais le non-sens, lui, domine ce discours. Ensuite, et encore plus frappant, c'est ce moment où la mère va faire allusion à la création d'une fondation qui aurait pour but de prévenir ce genre de drame, et plus précisément de prévenir les violences faites aux enfants. Et détail non négligeable que vous avez toutes et tous entendu, c'est quand elle va remercier l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, pour son engagement à soutenir financièrement cette fondation. Et là mes amis, autant vous dire que dès que j'ai vu ce nom apparaître, tout s'est parfaitement imbriqué et j'ai alors compris que cette affaire est définitivement plus sombre que n'importe qui ici peut l'imaginer. Alors qui est ce Michael Bloomberg? Comme la mère de la petite Lola a pu le dire, c'est effectivement l'ancien maire de New York et plus précisément entre 2002 et 2013. Il s'agit également d'un milliardaire propriétaire majoritaire et PDG de Bloomberg LP, qui est une société financière de logiciels et de médias privés. La question que vous devez logiquement vous poser à présent, c'est qu'est-ce que vient faire l'ancien maire de New York dans une telle affaire? Connaissez-vous personnellement des gardiens d'immeubles français qui ont des relations avec des milliardaires américains et de surcroît ex-maires de mégalopoles américaines qui seraient prêts à s'engager dans le financement d'une association insignifiante si on compare cette dernière aux chiffres
chiffres de la criminalité dans cette même ville de New York, un taux de criminalité qui pourrait d'ailleurs donner le tournis aux préfets les plus chevronnés. Jusque-là, rien de bien méchant, me direz-vous, mais là où les choses se corsent, c'est quand on sait que son nom va apparaître dans l'affaire la plus sordide que connaîtra ce siècle, et je pèse mes mots, l'affaire Epstein. Maintenant, mes amis, permettez-moi de faire une grosse parenthèse si vous voulez comprendre la gravité de cette situation. Jeffrey Epstein, c'est ce personnage, un prof de maths et physique qui fera ensuite carrière dans le monde de la finance au sein de la banque Bear Stearns. Il explosera littéralement après sa rencontre avec un certain Leslie Wexner, un magnat du textile qui le prendra sous son aile et qui officiellement lui confiera la gestion de sa fortune. Je dis bien officiellement car le côté officieux sort des documents judiciaires qui décriront la fortune d'Epstein comme étant, je cite, une richesse extravagante. Il deviendra une personnalité mondaine développant un cercle de relations au sein de l'élite de la société américaine et internationale, dont les présidents américains Bill Clinton et Donald Trump ou encore le prince Andrew de la famille royale britannique, ainsi que le premier ministre israélien Ehud Barak. La richesse d'Epstein s'accompagnait d'une grande quantité de pouvoir et d'influence. Il disposait d'un carnet appelé le Petit Livre Noir qui contenait les noms de plus de 1000 personnalités de haut niveau dans tous les domaines de la société. Epstein faisait également partie de deux des organisations les plus puissantes au monde, à savoir le CFR et la Commission trilatérale, deux entités rassemblant l'élite mondiale pour décider des politiques qui façonnent le monde tel que nous le connaissons. Epstein organisait chez lui de somptueuses fêtes à Manhattan et à Palm Beach où de nombreux mondains, célébrités et politiciens se rendaient. Il y avait beaucoup de filles mineures dans ces soirées. Epstein avait en sa possession un avion privé, l'infâme et tristement célèbre Lolita Express, dans lequel il transportait des amis à ses esclaves sexuels mineurs. La combine d'Epstein était en fait redoutablement tranchante. Les fillettes mineures étaient en fait proposées à toutes les personnalités qu'il invitait. Il les filmait à leur insu lors de leurs ébats sexuels et ensuite se mettait en place un chantage pour soit soutirer de l'argent aux personnes piégées ou plus généralement les piloter à des fins politiques. Les choses vont prendre une autre tournure en 2005 quand les parents d'une jeune fille de 14 ans agressée par Epstein vont porter plainte contre lui. Il plaidera coupable et purgera sa première peine de prison. D'autres condamnations suivront, mais c'est en 2019 que les choses vont prendre une autre tournure quand ce dernier va être incarcéré et fait assez troublant. Avant son arrestation, seront livrées des palettes de sacs de ciment pour une valeur totale de $100,000 sur son île diabolique appelée Little St. James. Une bétonnière à chargement automatique sera également livrée. La raison de ces livraisons, c'est qu'il ne voulait pas, lui, ainsi que toutes les personnes qui ont foulé le sol de cette île, que des preuves accablantes soient découvertes. Raison pour laquelle il entreprendra ce grand ménage. Alors que les médias faisaient le brouillard sur cette affaire, une chaîne YouTube a dévoilé des images brutes et d'actualité de ce qu'il se passait sur l'île à ce moment-là. Sur ces images, on peut en effet voir des sacs de ciment empilés, et il faut savoir que ces images sont tournées alors qu'Epstein est déjà incarcéré. Sur cette photo, on peut voir que de nombreux matelas et sommiers ont été jetés entre deux bennes, sur lesquels devaient se trouver des preuves incriminantes. Sur l'île a également été vue cette ambulance portant les initiales LSJ pour Little St. James, et chose étonnante, c'est que l'île ne comportait aucun hôpital. Sur cette photo, vous pouvez voir le temple dans lequel se passaient des choses sordides, et en contrebas de ce temple, vous pouvez voir l'entrée d'un tunnel souterrain, et les images prises par le drone vont dévoiler plusieurs entrées. Il a été révélé par des sources qu'un système élaboré de tunnels a été construit sous la surface de l'île. Et c'est là que se produisaient les abus les plus horribles sur les enfants. Il y a d'autres images, beaucoup de symboliques, mais il faudrait une vidéo entière pour en parler. Epstein en prison, il finira par se suicider d'après les sources officielles, mais on sait que ce suicide n'en était pas un. Epstein mort, il laisse derrière lui son livre noir, et c'est maintenant que nous revenons à Monsieur Bloomberg, le bienfaiteur. Car son nom, mes chers amis, figurait et figure encore dans le livre noir de Jeffrey Epstein comme étant un proche, voire une personne ayant foulé le sol de son île diabolique. Monsieur Bloomberg, qui compte financer la fondation Lola, est ici en compagnie de Ghislaine Maxwell, celle qu'on pouvait appeler l'ombre de Jeffrey Epstein, qui sera elle aussi rattrapée par la justice. On le voit ici également avec le producteur Weinstein, pris récemment dans une vaste affaire d'abus sexuels, et il faut également savoir que Michael Bloomberg
Bloomberg a été un des soutiens au candidat Macron en 2007. Macron qui s'est empressé de convoquer les parents de Lola à l'Élysée après sa mort pour le service après-vente. Promesse pécuniaire pour en contrepartie enterrer quelque chose. La famille a fait son choix, mais manifestement tout ceci ne tourne pas rond. Aucune interview n'a été captée des parents par aucun journaliste. Comme si des consignes leur avaient été données pour ne pas les approcher, pour éviter que des choses sortent accidentellement. Ensuite, on a ces remerciements que la mère va faire à Macron et Darmanin. Et là, on voit clairement toute la pression psychologique qui a été assénée sur la famille, car cette famille, et d'après les publications Facebook, n'a jamais apprécié le clan Macron. Et du jour au lendemain, volte-face. Et maintenant, on apprend qu'une fondation prend le relais. Celle-ci arrive comme une récompense à quelque chose. Le prix du silence peut-être. Une fondation paravent qui servira de garde-fou pour contrôler et museler la parole de cette famille, sous peine de se voir infliger la fermeture du robinet d'argent magique. Le financement, mes amis, c'est le contrôle de ce qui peut être dit publiquement et de ce qui doit être mis sous silence. Ils le font pour maintenir cette famille dans le silence afin de protéger très certainement un réseau de trafic d'êtres humains, et je suis personnellement convaincu que les parents ont appris quelque chose avec cette affaire qu'il faut à présent surveiller comme du lait sur le feu. C'est quasiment un aveu. On finance pour protéger quelque chose. Cette fondation s'est imposée à eux. Cela arrive bizarrement alors que 48 personnes, dont des élus, des fonctionnaires de l'éducation nationale, ont été arrêtés ces derniers jours car soupçonnés de consultation massive de contenu pédopornographique. Et je pense bien sûr qu'il n'y avait pas que la simple consultation de ces dossiers. Remarquez également que les histoires des OQTF ont complètement disparu subitement. Enquête vite bouclée, il ne s'agissait pas d'une commande circulée, il n'y a rien à voir. Désolé mes amis, mais comme dirait l'autre, il y a baleine sous caillou. Parfois il suffit d'utiliser le principe du rasoir d'Occam et balayer cette épaisse couche de poussière qui obstrue notre vue pour s'apercevoir que tout est là, sous nos yeux. En France, le silence est assourdissant concernant l'affaire Epstein, l'affaire de cette petite Lola, la pédocriminalité, les dysfonctionnements de l'ASE. Et les réseaux et loges en lien avec cette pédocriminalité a démontré plus d'une fois les implications de hauts notables. Mais jusqu'à quand? Pour qui cette petite a été sacrifiée? C'est la question que tout le monde devrait se poser. Je vous laisse sur ces paroles mes amis, je vous dis à très bientôt, prenez tous soin de vous et de vos proches, assalamu alaikum, paix sur vous.